Bonjour et bienvenue sur La Solidarité en avant, le podcast qui s'adresse aux organismes de solidarité internationale, mais également aux travailleurs et travailleuses humanitaires. Je suis Asma, consultante en solidarité internationale et à l'origine du projet Booster Solidaire. Diplômée en solidarité internationale et spécialisée en projets d'aide au développement, j'accompagne les associations et ONG dans la mise en place de projets de développement au Sud et apporte mon expertise auprès de travailleurs et travailleuses humanitaires. Dans ce podcast, je partage avec vous les clés pour développer votre projet de solidarité internationale et vous permettre d'en faire un projet éthique, impactant et durable en toute sérénité. Au fil des épisodes, j'aborderai également les nombreuses idées reçues qui perdurent dans le monde de la solidarité internationale afin de les déconstruire. Vous pourrez également écouter des interviews d'acteurs et d'actrices de terrain qui partageront avec vous leur vision de cette thématique. Prêt à passer les prochaines minutes avec moi ? C'est parti ! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Solidarité en avant. Alors pour les mois à venir, j'ai décidé de lancer une série de publications sur la solidarité internationale vue par les acteurs de terrain. Et pour ce premier épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec Roland Tossou, qui est un acteur du développement local au Bénin. Mais sans plus tarder, je vais vous laisser écouter cette interview et d'avance, je m'excuse pour un petit point, malgré la volonté de Roland et de moi-même de mettre en place un environnement favorisant notre échange pour ce projet, nous avons rencontré quelques petites difficultés, notamment liées au réseau. Du coup, à certains moments, il sera préférable pour vous d'augmenter le son pour écouter de façon plus audible Roland. Outre ce détail technique, vous pourrez écouter l'interview sans grande difficulté, ne vous inquiétez pas. Bonjour Roland et merci à toi d'être présent pour ce projet et ce nouvel épisode du podcast de la solidarité en avant. Mais sans plus tarder, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter à nos auditeurs et que tu puisses leur dire un peu plus sur toi, ton parcours et ce que tu fais en tant qu'acteur de terrain. Merci beaucoup Asma. Je suis d'abord très honoré de pouvoir participer à cet échange. Et parce qu'en réalité, quand on parle de solidarité internationale, c'est vraiment une coopération entre des acteurs, que ce soit du Nord comme du Sud. Donc m'associer à cet épisode, ça me fait énormément plaisir. Je suis Roland Tossou, acteur de développement local au Bénin. Et j'ai également une passion spéciale pour les projets de solidarité internationale, notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation. Et mon cœur est beaucoup attaché aux communautés rurales, où depuis environ une dizaine d'années, je m'implique également sur la construction d'infrastructures, des bibliothèques, des cantines scolaires, des missions médicales pour soigner gratuitement les populations, des dons de kits scolaires pour aider les écoliers qui n'ont pas les moyens. Et on peut estimer aujourd'hui à près de 1000 écoliers ceux qu'on a soutenus dans le cadre de ces différents programmes. Donc voilà un peu, si je vais résumer, ce que je peux dire sur ma modeste personne. Il faut dire que je suis également président d'une association de jeunes qu'on appelle Académie de la Jeunerie du Bénin. Et c'est justement avec cette association que nous mettons en place des projets de solidarité internationale. Merci beaucoup. Merci à toi Roland pour cette présentation et merci à toi encore une fois de participer à ce projet. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec toi, notamment que voilà, tu es une personne aux multiples facettes, tu as pas mal de compétences, tu es vraiment un acteur de terrain. Et ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec toi pour cet épisode. Donc on va entrer maintenant dans le vif du sujet. En tant qu'acteur de terrain et dans le cadre de nos études avant d'être acteur de terrain, on a tous étudié ce qu'était la solidarité internationale. Mais toi de ton côté, après tes expériences, après tes rencontres avec d'autres acteurs de terrain, avec les populations bénéficiaires, avec les acteurs étatiques, etc., comment tu définirais la solidarité internationale? Alors donc, merci beaucoup pour cette question. Donc, si je vais définir la solidarité internationale, ça va être simplement une seule phrase. Pour moi, la solidarité internationale, c'est bien ce mécanisme par lequel un peuple vole au secours de l'autre, dans la perspective que tous les pays soient vraiment sur un même pied d'égalité. C'est pour moi la définition que je retiens de la solidarité internationale. Je suis totalement d'accord avec toi et je te rejoins sur ce point. Et j'ajouterais même que
On a tendance à penser qu'au niveau de la solidarité internationale, on fait face uniquement à des associations ou des ONG, mais on peut aussi retrouver des États, des regroupements de citoyens qui sont aussi acteurs de terrain et qui visent également à favoriser le développement et à limiter les situations d'inégalité entre les différentes sociétés. C'est exactement ça. Je pense que effectivement, parce que lorsque nous parlons de solidarité, c'est que quelque part, il y a déjà un besoin que nous voulons aller combler. Maintenant, international, parce que ce n'est pas seulement au niveau local qu'on le fait, mais c'est un peuple qui rejoint un autre, c'est un groupe qui rejoint un autre groupe. Et c'est pourquoi, justement, on a des acteurs de solidarité internationale au niveau du Sud et au niveau du Nord. Donc, des acteurs qui sont ensemble pour améliorer les conditions de vie des populations à la base. C'est ça, je te rejoins totalement, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et du coup, j'aimerais vraiment qu'on aborde une thématique un peu plus précise de la solidarité internationale, et c'est le développement, mais surtout l'autonomisation des populations. En tant qu'acteur de terrain, tu es amené à travailler avec les populations, à échanger avec elles, à les rencontrer. Et du coup, toi, en tout cas, quels sont les mécanismes pour toi qui doivent vraiment être mis en place pour favoriser justement l'autonomisation des populations et à l'inverse, éviter toute situation d'assistanat? Merci beaucoup pour la question. Alors, donc, le premier mécanisme, d'abord, c'est le renforcement des capacités des bénéficiaires. Parce que si nous venons faire des projets, qu'on vient de faire des projets, qu'on part sans renforcer les capacités des acteurs au niveau local, on n'est pas sûr d'avoir un résultat efficace. Parce qu'en réalité, ce que nous disons aujourd'hui, c'est d'aller aider les gens, mais on ne va pas continuer à les aider indéfiniment. Il faut qu'on puisse permettre aux communautés, les bénéficiaires, de pouvoir se lever eux-mêmes pour prendre des initiatives personnelles, de pouvoir pérenniser les actions qui sont mises en place. Donc le premier mécanisme, pour moi d'abord, pour l'autonomisation des populations, c'est le renforcement des capacités. Il faut prévoir dans chaque projet toujours ce volet-là de renforcement des capacités. Et comment cela peut se faire? Pendant qu'on est en train de faire ces différents projets, il faut que les acteurs là-bas soient impliqués. Celui qui est bénéficiaire doit aussi apporter sa part de contribution. Il doit également participer à toutes les étapes de rédaction du projet et de son exécution. Et pour voir un peu quelles sont les compétences mises en place, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les erreurs à éviter. Et en le faisant, on est sûr, après le départ donc, de l'acteur de solidarité du Nord, on est sûr que les compétences sont restées et les populations peuvent elles-mêmes se lever un jour et poursuivre ce qui a été entrepris. Donc je pense quand même que le premier mécanisme, c'est d'abord le renforcement des capacités. Le deuxième mécanisme, c'est de pouvoir suivre vraiment les actions qui ont été réalisées, de pouvoir permettre à ces populations d'évaluer eux-mêmes ce qui a été fait et de pouvoir identifier leurs faiblesses, travailler par rapport à leurs faiblesses et savoir quand même qu'ils peuvent au moins agir efficacement, même au niveau local, qu'ils peuvent toujours agir sans aussi attendre que forcément des gens viennent de l'extérieur pour leur donner toutes les compétences. Donc c'est un peu ce que je pense. Et le transfert de compétences, ça relève vraiment d'une importance capitale. Parce que nous n'avions pas forcément les compétences que vous avez au Nord. Au Sud, il y a beaucoup de compétences, mais il y a des compétences qui nous manquent. C'est pourquoi la solidarité internationale est importante pour pouvoir apporter ce qui manque au niveau du Sud et permettre à ce que les acteurs du Sud puissent gagner en cette compétence et continuer le travail qui a été entrepris. Donc à un moment donné, il faut laisser la communauté poursuivre les actions de façon autonome et veiller à ce que le projet qui a été initié puisse aller à son terme. Voilà un peu ce sur quoi je pense quand même que si nous travaillons, on peut autonomiser efficacement les populations à la base. Je suis totalement d'accord avec toi. Je voudrais revenir sur un point quand tu parles de renforcer la capacité des communautés. J'ajouterais même qu'il faut vraiment mettre en place une stratégie de formation pour leur permettre vraiment d'acquérir le maximum de compétences afin qu'une fois que la structure se retire du terrain, que les bénéficiaires aient les connaissances à la fois techniques ou de gestion administrative ou autres pour permettre au projet de continuer et permettre aux populations également de pouvoir continuer à bénéficier des effets positifs du projet.
Et je pense que tu as dû voir, toi, sur le terrain, peut-être des projets où les populations n'étaient pas forcément formées et intégrées. Et à la fin, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que le projet se retrouve un peu abandonné puisque personne n'est là pour assurer sa continuité. Effectivement, je pense quand même qu'on peut même donner des exemples. Et surtout les projets d'accès à l'eau potable. Vous voyez, c'est des projets où il faut un comité sur place pour suivre comment c'est fait, comment l'infrastructure est gérée. Donc lorsqu'on réalise ce projet et qu'il n'y a pas un suivi, alors vous allez voir après, quelques 2 ans, 3 ans après, le forage qui a été fait pour alimenter le village tombe en panne. Il y a plusieurs forages comme ça qui sont tombés en panne juste parce que les compétences ne sont pas disponibles localement. Et juste parce qu'il n'y a pas un suivi. Juste parce que les communautés même ne se sont pas senties responsabilisées. Donc il est vraiment important que les populations soient impliquées du début jusqu'à la fin et qu'elles-mêmes puissent aussi savoir leurs responsabilités, qu'elles soient renforcées en matière de capacité pour pouvoir améliorer. Lorsque par exemple si on forme dans la communauté des gens pour s'occuper donc de l'entretien des forages par exemple, on est sûr que même après le départ donc, du bailleur, s'il y a une panne, la population même peut se lever et poursuivre la maintenance donc, de ces infrastructures. C'est ça. Et justement, tu parles là d'ONG d'accès à l'assainissement. Il y a quelques temps, j'intervenais dans une ONG qui avait cette mission-là et je menais des projets en Afrique de l'Est et Afrique de l'Ouest. Et justement, pour éviter aux populations de se retrouver un peu... en tout cas, pour permettre aux populations d'assurer la continuité du projet, on mettait en place, en tout cas, on s'assurait à mettre en place dès le début du projet, même dès la phase de diagnostic, un comité un peu de représentation où étaient nommées 2, 3, 4 personnes issues de la communauté, à la fois des femmes et des hommes, justement pour leur permettre d'assurer la continuité du projet, d'assurer la réparation de l'ouvrage si panne il y avait, etc. etc. Et c'est là qu'on voit la différence parce que quand c'est pas mis en place, comme tu l'as dit, on se retrouve avec un puits en panne. Personne ne va venir le réparer, il va rester en panne. Et ce qui va être fait, c'est qu'une autre structure va venir recreuser un puits dans la même localité. Et on va se retrouver à faire de la terre un gruyère avec des trous un peu partout. Voilà, alors qu'il y a beaucoup de besoins. Exactement, c'est ça. Et justement, le fait de former les populations, ça peut leur permettre aussi de venir réparer ce qu'il y a déjà d'existant et d'éviter de venir reconstruire quelque chose. Alors qu'il y a quelque chose déjà d'existant qui peut être exploité. C'est ça. Je partage exactement cet avis. Et je pense que vraiment, il faut le transfert de compétences. Il faut que toutes les associations intègrent cela dans leur fonctionnement. Transférer les compétences aux acteurs du Sud, leur faire confiance dans l'exécution des différents projets, veiller à ce que voilà, tout ce qui a été entrepris soit durable. Si on le fait, on va voir que les communautés seront déjà autonomes, pourront elles-mêmes se prendre en charge et poursuivre les actions donc, de développement. Exactement. Et je dirais même qu'il faut penser vraiment à intégrer les populations dès le début de la phase de diagnostic et les consulter tout au long du projet. Parce que si c'est pas le cas, on est vite face à une situation où on impose le projet à une population alors qu'elle n'a pas forcément besoin de ce projet-là, alors qu'elle a peut-être d'autres besoins auxquels la structure pourrait répondre. C'est ça. Et j'ai même un exemple. Je connais un village où voilà, ils ont l'habitude donc de faire le marché au bord de la voie. Ils vont rester au bord de la voie. Ils vont rester au bord de la voie pour vendre. Et un jour, on a décidé donc de leur faire un marché. On leur a construit une place où les bonnes femmes devaient venir vendre. Vous savez, en réalité, les femmes n'ont pas utilisé le marché. Le marché est resté là, l'infrastructure est restée. Et aujourd'hui, c'est dans une brousse inutilisée. D'accord. Pourquoi? Parce que on n'a pas associé les femmes, on n'a pas associé les populations. Et des gens des réalités culturelles sont tenus compte de leur réalité culturelle pour se dire, bon voilà, on ne peut pas aller dans ce marché puisqu'on n'a pas été consolidé. Vous voyez, ce projet, à coût de millions, est resté dans la forêt, c'est là, mais inutilisé jusqu'à ce jour. Alors que si les femmes auraient été consultées, elles auraient vraiment pu avoir quelque chose qui leur correspond totalement. C'est ça. Mais j'ai rencontré une fois aussi une situation similaire justement par rapport à l'accès à l'eau. Nous, en tant qu'ONG, on pensait que si on rapprochait le point d'eau
assez proche du village, on faciliterait les femmes puisque le point d'eau serait vraiment dans le village et elles n'auraient pas à marcher plusieurs minutes ou quelques kilomètres pour avoir de l'eau. Et au final, une fois que ça a été fait, on s'est rendu compte que les femmes auraient préféré que le point d'eau soit un peu mis à l'écart du village parce que ce moment-là, le moment où elles allaient chercher de l'eau, c'était un peu le temps d'échange où elles pouvaient parler librement sans avoir peut-être des oreilles qui les écoutent ou autre. Et le fait que, à l'inverse, le point d'eau était dans le village, elles ne se sentaient pas forcément à l'aise pour discuter puisqu'il y avait des allées-venues, il y avait du passage, etc. Et du coup, toi en tant qu'acteur de terrain, quelles sont les plus grosses erreurs que tu as pu voir par rapport à justement cette situation d'assistanat des populations? Voilà, donc les plus grandes erreurs, la première erreur d'abord, c'est de sous-estimer la capacité des populations à se prendre en charge. Parce que souvent, les gens pensent quand même que les populations à la base n'ont rien, n'ont pas les moyens, n'ont pas les compétences. Donc, si bien que lorsque certains acteurs viennent sur le terrain, ils vont juste travailler dans les villages, mais sans tenir compte des compétences au niveau local. Ça, c'était vraiment une des erreurs majeures remarquées ces dernières années. La deuxième chose, c'est le fait de ne pas impliquer vraiment les populations dans la réalisation des projets. Pendant longtemps, on a fait des projets, mais les populations étaient là comme des bénéficiaires sans pouvoir aussi être parmi les acteurs même des projets. Donc ça, c'est vraiment la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est le fait de travailler sans les acteurs du Sud. Vous voyez, quand un acteur quitte le Nord pour venir intervenir ici et qui n'associe pas les acteurs du Sud, cela ne permet pas d'avoir vraiment une efficacité. Nous avons des réalités culturelles. Et il n'y a que les acteurs du Sud qui maîtrisent un peu les réalités culturelles. C'est vrai. Ben, on a vu qu'il y a plusieurs associations qui interviennent dans les villages qui ne demandent pas forcément à travailler avec les acteurs, qui ne veulent pas s'associer avec les acteurs. Ce qui est vraiment une erreur monumentale, puisque en tant qu'acteur du Nord, on n'a pas forcément une connaissance complète des réalités culturelles dans nos communautés. Donc je pense que ça, c'est vraiment des erreurs importantes que nous avions notées ces dernières années. Et une autre chose, c'est le fait qu'on considère la gratuité des actions parfois comme un moyen de contrôler les populations. Parce qu'on vient, par exemple, faire un projet, un don complètement gratuit, on peut penser qu'on est au-dessus des populations. Pourtant, même les bénéficiaires ont des compétences. Ils ont des compétences. Et donc, le fait de faire des dons et considérer la gratuité comme un moyen de contrôle des populations aussi, c'est parfois des dérapages, c'est aussi des erreurs que des gens commettent. Et parfois, dans certaines communautés, ça passe mal. Les bénéficiaires peuvent aussi se fâcher, peuvent se dire, bon voilà, on n'est pas là pour être contrôlé. Il y a également le fait que dans les différents projets, comme on le soulignait tout à l'heure, il n'y a pas de volet de formation des bénéficiaires. On ne prévoit jamais pratiquement de former les bénéficiaires au niveau local. Donc on continue seulement, on vient les aider, on vient donner, mais on ne forme pas les gens à pouvoir se prendre en charge. On ne les forme pas aussi à pouvoir initier des projets par eux-mêmes et se lever, chercher des financements pour les réaliser de façon autonome. Une autre erreur aussi, c'est le fait qu'on ne prévoit pas la pérennisation des projets. On fait des projets, mais on n'est pas sûr, on ne s'assure pas donc de leur durabilité. Donc, si bien que parfois, on peut faire un projet, un mois après, ça disparaît, 2 ans après, ça n'a plus d'impact. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Il y a également le fait que les acteurs au niveau local aussi n'ont pas forcément accès à toutes les connaissances et ont besoin d'une coopération avec les acteurs du Nord. Mais lorsqu'on ne leur offre pas la chance donc de pouvoir collaborer, on ne peut pas les aider à être efficaces. Et parfois, il y a des acteurs qui sont très brillants, des gens qui sont d'une compétence inégalée ici, mais qui n'ont pas de grands moyens. Mais à cause donc, du fait que voilà, c'est des petites structures, on ne leur fait pas confiance, on ne les soutient pas. Il y a par contre d'autres structures qui sont des grandes structures au niveau local, mais qui ne font pratiquement rien pour les communautés, qui sont là, simplement ils vont sur le terrain, ils implémentent leurs projets et ils quittent. Mais on leur fait plus confiance que les petites associations qui ont la compétence, qui sont efficaces. Donc, voilà un peu c'est là que moi j'ai noté ces dernières années et que je souligne au travers donc de cette vidéo. C'est ça, et je te rejoins totalement. Et je voudrais rajouter une petite chose quand tu parles un peu de l'erreur que font les ONG du Nord de ne pas faire appel aux structures du Sud. C'est vrai que au-delà d'une erreur, moi je dirais même que c'est un manque d'éthique, puisque
dans le cadre de la solidarité internationale, on est censé échanger avec les acteurs du Sud et partager nos compétences. Et forcément, chacun des acteurs, que ce soit au Nord ou au Sud, va apporter un plus à l'échange. Et parfois, bon, ça reste minoritaire heureusement, mais c'est vrai qu'il existe des ONG du Nord qui vont venir au Sud, qui vont écarter volontairement les potentiels partenaires du Sud, ou qui vont mettre en place un partenariat avec une structure, mais qui vont établir un peu une relation de subordination, où l'acteur du Nord sera, on va dire, le décideur, et l'acteur du Sud sera un peu l'exécutant. Et je trouve que c'est un peu une situation qui n'est pas correcte et qui manque d'éthique, parce que on est censé être dans un cadre de partenariat d'égal à égal. Personne n'est au-dessus de l'autre, puisque chacun apporte une compétence. Et comme tu l'as dit, les acteurs du Sud ont des compétences que les acteurs du Nord n'ont pas. Ils ont la proximité avec le terrain, la proximité avec les acteurs étatiques, avec les populations bénéficiaires, la connaissance de l'environnement. Ils peuvent aller là où les acteurs du Nord ne peuvent pas forcément aller. Et c'est vraiment un manque d'éthique d'écarter tout ça. Vraiment un manque d'éthique et ça révolte parfois. Vous allez voir des associations, voilà, à un moment donné, se sentent lésés et qui sont obligés donc de couper les partenariats. Et ça, même quand on coupe le partenariat, parfois on ne s'imagine pas tout le mal qu'on fait aux communautés à la base. Donc, je pense quand même que sur ce volet, il est extrêmement important que les acteurs du Nord travaillent avec les acteurs du Sud, mais qu'on y ait toujours vraiment l'égalité dans les différents types de partenariats que nous mettons en place. Il ne faut pas qu'une partie soit au-dessus de l'autre, mais on travaille ensemble pour un même but, améliorer les conditions des communautés pour un développement mondial. Si je venais à développer, c'est que ça permet aussi de limiter les migrations, ça permet aussi donc de limiter les déplacements vers l'extérieur. Si on le fait dans tous les pays d'Afrique, dans les pays d'Asie, un peu partout, chacun va pouvoir avoir un bon développement chez lui. Et cela va limiter beaucoup de choses. Quand nous voyons aujourd'hui les différents types de phénomènes que nous voyons, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi et j'espère que les acteurs de Terrain du Nord qui écoutent cet épisode et qui ne prennent pas en compte du coup les acteurs du Sud, le feront pour leur prochain projet ou même pour leur projet en cours. Et du coup, Roland, pour terminer sur cet épisode, est-ce que tu as un message que tu aimerais transmettre à l'ensemble des acteurs de la solidarité internationale, que ce soit au Sud ou au Nord? D'abord, je tiens à remercier tous les acteurs qui s'impliquent au niveau du Nord et qui vraiment ont ambition d'aller aider les communautés pauvres. Ça, c'est important. Il faut vraiment saluer le mérite. Il y a plusieurs associations du Nord qui interviennent en Asie, en Afrique, un peu partout dans les communautés pauvres. Et ça, on sait un peu l'énergie que ça fait dépenser. Ils se battent pour les communautés. Donc, c'est le moment de leur dire merci infiniment pour le travail que vous faites. Merci infiniment pour votre intervention. Et je voudrais encore vous exhorter à continuer vraiment à le faire, à continuer à travailler avec les acteurs du Sud. N'hésitez pas à les associer. Travaillez aussi avec eux. Cherchez à voir les acteurs les plus crédibles avec lesquels vous pourrez travailler de façon efficace pour améliorer les conditions de vie des populations. Bon, pour ce qui concerne mes pairs, les acteurs du Sud, je voudrais nous rappeler encore que nous avons une grande responsabilité, et celle d'aller aider les communautés, celle d'apporter vraiment notre contribution au développement. Nous le faisons vraiment pour faire avancer nos pays, nos nations respectives. Et si nous voulons le faire, nous devons rester unis, attachés vraiment aux valeurs qui sont donc la transparence surtout, la solidarité. Si nous pouvons rester unis, nous allons pouvoir relever ces défis. Travaillons également à être autonomes. Travaillons également que dans les différentes activités que nous menons, qu'il y ait la formation que nous puissions recevoir, et ce transfert donc de compétences des acteurs du Nord pour réellement impacter positivement nos communautés là-bas. Donc voilà un peu mon message. Je tiens aussi à vraiment remercier Asma. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci à toi, Roland. Communauté au niveau international, pour ton engagement. Je suis très honoré donc de participer à cet échange. Et je pense que ces réflexions vont susciter encore d'autres
Et merci infiniment pour tout. Merci à toi Roland, merci à toi vraiment d'avoir participé à ce projet. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Merci encore d'avoir donné tous ces conseils aux acteurs de terrain, mais aussi aux personnes qui s'intéressent à la solidarité internationale. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur le site Booster Solidaire pour en découvrir d'autres et n'hésitez pas à me soutenir en laissant 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur le site Booster Solidaire. Pour aller plus loin, abonnez-vous à mon contenu privé pour bénéficier de mes conseils et astuces ainsi que de contenus enrichissants et gratuits pour renforcer vos compétences. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous, où que vous soyez.